particulièrement brouillé, comme tous les débats aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle mais on ne sait plus tellement de quoi on parle. Plusieurs intervenants ont évoqué par exemple le mot souverainisme ou souverainiste. C'est un mot qui n'a absolument aucune définition et qui sert en général, comme l'a dit Natacha Polony, à disqualifier des adversaires, des gens qu'on ne veut pas écouter. Et en fait, tout est comme ça aujourd'hui. Et il me semble que l'intérêt de nos échanges, c'est de faire un effort pour préciser les concepts et voir si on peut éventuellement s'accorder à partir de là sur un certain nombre de définitions et d'enjeux qui vont avec. Donc vous avez bien compris que le mot souverainisme, c'est un mot que je n'emploie jamais personnellement. Je dis soit souveraineté nationale, soit souveraineté populaire. Et je laisse le mot souverainiste à ceux qui l'ont inventé, c'est-à-dire des gens qui détestent la souveraineté. Déjà, ça devrait nous interroger de savoir si on peut reprendre un terme qui a été inventé par des gens qui contestent lui-même, le concept même de souveraineté. Alors sur les questions européennes, la confusion règne totalement. Je pensais en écoutant les autres intervenants, par exemple, au terme de fédération d'États-nations. On nous dit l'Europe va être une fédération d'États-nations. Alors on voit bien le but du jeu, c'est de nous rassurer en nous disant on va faire une intégration européenne, mais nous préserverons nos identités nationales, nous préserverons nos cultures, donc nos États-nations. Mais quand on regarde la définition des termes, on voit bien qu'il y a une contradiction. Une fédération, quel que soit le modèle de fédération, la fédération américaine, la fédération suisse, la fédération allemande, etc., une fédération postule le dépassement des États-nations. Et donc on ne peut pas avoir à la fois une fédération et un État-nation. Or, cette expression fédération d'État-nation circule partout pour anesthésier en fait le débat qui est celui que nous avons cet après-midi, c'est-à-dire celui de la réalité ou non de l'espace national comme espace d'expression démocratique, et celui de la réalité du pouvoir qui reste au peuple. Parce que c'est ça qui est aujourd'hui en jeu, c'est non seulement la remise en cause de l'espace national en Europe de l'Ouest comme espace d'expression politique, mais tout simplement aussi la réalité du pouvoir politique attribué au peuple depuis les Lumières. C'est ça qui est en jeu, c'est ça qui est en train de disparaître sous nos yeux. C'est une grande bataille politique et idéologique que si nous n'y prenons pas garde, nous sommes en train de perdre. Hein, je vais y revenir dans les 2 minutes ou 3 minutes qui suivent. Donc fédération État-nation, ça c'est fait. Souveraineté européenne, c'est intéressant ce terme parce que d'abord, comme l'a dit Anne-Marie Le Pourrier, ça contredit notre constitution. La constitution française parle de souveraineté nationale, donc si on se met à parler de souveraineté européenne, il faudrait peut-être qu'on demande l'avis aux citoyens et qu'éventuellement on convoque une assemblée constituante pour voir si on est d'accord ou pas. Une souveraineté européenne peut-elle exister s'il n'y a pas de peuple européen? Natacha Polony a fait allusion. Peut-il y avoir de souveraineté sans communauté politique? Il n'y a pas de communauté politique européenne, il y a une addition de communautés nationales. Donc on se paye de mots et quelque part, le président Emmanuel Macron, en utilisant le mot souveraineté européenne, procède comme une espèce de dommage du vice à la vertu, c'est-à-dire qu'il a bien compris qu'il y avait un souci avec la souveraineté, il veut nous faire croire que il n'y a pas véritablement de crainte à avoir, que ce souci va être géré, et donc il nous dit on peut avoir une souveraineté européenne et tout se passera bien. Mais en fait, une souveraineté donc sans peuple et sans communauté politique, qu'est-ce que ça peut être d'autre que le pouvoir nu, que le pouvoir brut, froid des institutions? Et c'est bien ce qu'à mon avis incarne l'Union européenne aujourd'hui, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est pas assis sur une légitimité ou très lointainement sur une légitimité qui vient du consentement donné par les gouvernements. Et c'est un pouvoir froid, nu, qui se manifeste avec la puissance d'institutions qui ont été décrites, je n'y reviens pas, d'institutions qui ne souffrent pas de contestation. Et là où je voulais en venir par là, c'est cette idée que le mot gouvernance, sur lequel je voudrais partager des interrogations avec vous, est à mon avis un mot piège. Tout le monde aujourd'hui, à droite, à gauche, dans les fonctionnaires, la société civile, les syndicats, tout le monde fait de la gouvernance. Ce mot n'est pas neutre. C'est un concept idéologique qui incarne ce que j'appelais à l'instant le pouvoir nu,
le pouvoir froid, le pouvoir brut, sans légitimité. La gouvernance, c'est un concept qui est né dans les années 60-70 dans la science administrative anglo-saxonne, dans le cadre de la montée en puissance du libéralisme politique, pour justifier la diminution du pouvoir de l'État et la destruction progressive non seulement du pouvoir de l'État, mais de toute puissance publique. Et la gouvernance, c'est censé être un système qui remplace la puissance publique appuyée sur la souveraineté populaire. Donc c'est pas un hasard si l'Union européenne parle de gouvernance et si elle en est devenue finalement le laboratoire le plus achevé. Parce que quand vous regardez le fonctionnement des institutions européennes, vous avez bien un gouvernement sans peuple, ou du moins, pour être plus précis, le peuple n'est qu'un des éléments parmi d'autres de légitimation de la puissance publique. C'est-à-dire qu'on vote effectivement, régulièrement, nous élisons nos gouvernements qui vont à Bruxelles prendre des décisions merveilleuses sur le glyphosate, nous votons tous les 5 ans pour le Parlement européen, mais notre suffrage n'est qu'un élément parmi d'autres de justification, de légitimation de la décision européenne qui peut être appuyé sur l'expertise, la Commission européenne, très bien décrite par Anne-Marie Le Pourrier, les marchés, qu'il ne faut pas effrayer, et aussi, autre terme sur lequel je voudrais vous partager des interrogations avec vous, la société civile. Le peuple est un des éléments au milieu des marchés, des experts et de la société civile, qui est inscrite dans les traités européens comme devant intervenir, être consulté régulièrement pour donner son avis sur les décisions européennes. Alors on peut, à la limite, nous faisons partie de la société civile, donc on pourrait s'en réjouir. Le problème, vous le savez, c'est qu'il n'existe aucune définition précise de la société civile. La définition qui se trouve dans les traités européens fait plusieurs pages. Et dedans, vous avez tout, y compris effectivement les lobbies. Et cette société civile qui est consultée, et quand la Commission européenne dit « voyez bien que je suis démocrate puisque j'ai consulté la société civile », elle sous-entend effectivement que le débat est clos. Mais comme par hasard, bon, on l'a remarqué sur les traités de libre-échange, la consultation de la société civile aboutit comme par hasard à la validation des choix qui sont faits par la Commission européenne. Donc tout ça ne doit rien au hasard. On a une dilution politique, intellectuelle du concept de démocratie qui se traduit concrètement par le fait que le peuple est un lobby parmi d'autres, à côté donc de ceux que nous avons nommés, les marchés, les experts, etc. Et c'est-à-dire que ça vous explique pourquoi Jean-Claude Juncker, le président, ou Jean-Claude Juncker, on devrait dire en francophone, a pu dire un jour il n'existe pas de démocratie contre les traités régulièrement ratifiés. Ce qui est vrai du point de vue juridique stricto sensu, mais ce qui veut bien dire politiquement que la souveraineté, le vote, c'est un élément, mais qu'il y en a plein d'autres. Et qu'effectivement, le consentement donné à un traité par des gouvernements, même non légitimes, peut avoir plus de poids que l'expression des peuples. Donc vous voyez bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de revenir sur un acquis qu'on avait depuis au moins 200 ans, c'est-à-dire depuis au moins les Lumières, on pourrait remonter à Descartes, cet acquis qui est de dire que les individus, les citoyens peuvent maîtriser leur destin et que par le biais de la démocratie, ils peuvent construire collectivement l'intérêt général. Aujourd'hui, cette idée-là, elle est minoritaire dans les élites. Les élites, aujourd'hui, tournent le dos à la démocratie, non seulement dans les faits, quand ils violent par exemple le référendum du 29 mai 2005, mais aussi intellectuellement, quand ils nous expliquent, d'accord, le peuple a voté, mais il faut aussi ne pas faire peur au marché, respecter les experts, consulter des rapports, etc. C'est donc une bataille idéologique gigantesque qui est devant nous. Et je ne veux pas terminer sur une note pessimiste, je considère que l'existence d'un tel colloque manifeste qu'on a peut-être passé un point d'inflexion qui fait que la reconquête commence. Parce qu'on peut enfin en parler, on peut dire les choses. Alors maintenant, nous allons passer de Bruxelles au Molière.